Et salut à toi les internets, nous sommes le 15 novembre, voici les news tech et mobile que j'ai repérées pour toi ce mercredi. On commence, Amazon. Amazon ajuste sa masse salariale dans un environnement plutôt récessionnaire et avec des prévisions d'achat de Noël qui sont en légère baisse. On l'apprend dans un article de Numérama qui résume la question, qu'avec ses prévisions d'achat et les obligations dues aux actionnaires, Amazon est contrainte de restreindre sa masse salariale d'environ 10 000 postes. Après Twitter, Lyft, Meta et Salesforce, c'est un nouveau géant qui annonce des récessions et des compressions de personnel. Alors certes, 10 000 personnes sur l'ensemble du groupe, ça fait environ 0,6% des salariés d'Amazon. On peut le prendre par le côté positif et dire que ce ne sont que certains employés, on peut le prendre par le côté plutôt négatif et se dire que 10 000 employés, c'est énorme. Et justement, dans deux articles qui se piquent d'analyser la situation actuelle, on retrouve pour Journal du Net Jean-Paul Crène et pour Contrepoint Philippe Zilberzan qui nous analyse la situation actuelle de plusieurs géants, en tout cas en l'occurrence Facebook et aujourd'hui Amazon, contraints de licencier pour maintenir une certaine stabilité de leur action. Les deux étudient les questions dans deux articles qui se font un peu écho l'un à l'autre. Pour le premier, dans Journal du Net, Jean-Paul Crène étudie la situation à l'aune de la compression du marché publicitaire dans une série de services qui continuent de fonctionner, puisque Facebook et Instagram continuent de bien marcher, mais n'arrivent plus à croître, ou en tout cas peinent à retrouver une audience plus jeune qui mènerait l'entreprise à chercher et à se renouveler, en gros à renouveler son audience et donc permettre de nouveaux achats publicitaires, de nouvelles ventes, etc. Donc on a un gâteau qui ne croît plus et des besoins des actionnaires qui continuent eux d'évoluer. Et dans un marché récessionnaire, ça ne vient pas faciliter l'affaire déjà. Et surtout, du coup, Meta s'est dit, pour aller chercher de nouveaux marchés, on va aller chercher des marchés qui n'existent pas. C'est exactement le pari qu'a fait Zuckerberg sur le métaverse, pari dont on sait notamment par cette chronique quotidienne que pour le moment, c'est pas un pari payant, et c'est un pari qui est en tout cas pas de nature à rassurer les actionnaires quand l'actualité économique est plutôt du côté de la récession. Le second, Philippe Zilberzan, tire un parallèle entre Kodak et Facebook, et sans aller jusqu'à prédire la fin du groupe de Mark Zuckerberg, il tente de démontrer comment Kodak, attaqué par la photographie numérique, alors que l'entreprise régnait sur la photographie argentique, a été contrainte de tenter des innovations risquées pour se renouveler sur un marché où de fait on ne l'attendait pas. Et ça a été un échec total. Tandis que pour Facebook, l'ennemi existe aussi, mais il est interne. La masse des utilisateurs atteignables, c'est le même constat que celui de Crène, ne peut plus croître, ou en tout cas peine à se renouveler. Et donc, la masse critique est atteinte. L'entreprise est donc forcée de se réorganiser sur des nouveaux segments de marché, quitte à les précéder, et puis tenter des paris audacieux, exemple le métaverse, pour tenter de rassurer les investisseurs. Zilberzan rappelle les maîtres mots de l'innovation, de la création d'un besoin inexistant, exemple le métaverse, jusqu'à la possibilité de foirage total, exemple Kodak. Toutes les tentatives étant rendues encore plus hasardeuses par le climat économique actuel. Deux articles en l'occurrence, à lire chez Journal du Net et chez Contrepoint, vous trouverez les liens dans la description. Et on continue avec Trollmaster, à savoir Elon Musk, qui a trollé de façon magistrale la presse et les médias ce matin. On le voit, le tweet à l'écran, dans un tweet du milliardaire, on peut le voir poser fièrement à côté de deux salariés qu'il présente comme Ligma et Johnson. Il leur dit « welcoming back », donc on sous-entend que ce sont deux salariés qui étaient licenciés. Musk semble donc y reconnaître les avoir licenciés par erreur et faire amende honorable, c'est ce qu'il fait dans un second tweet en les réintégrant. Il n'en faut pas plus pour que toute la mécanique twitterienne habituelle se mette en place, shitstorm sur le PDG qu'on vilipende pour ses errements managériaux, articles de commentaires sur cette rédemption diffusée par la presse tech. Oui, mais il semble que Ligma et Johnson sont deux prankers en fait, que deux auteurs de blagues douteuses qui avaient déjà fait l'actu au début novembre, en se posant devant les bureaux de Twitter et clamant pour la presse qui était présente qu'ils étaient les premiers licenciés de ce qui serait appelé à devenir un plan de récession pour l'entreprise. Alors, de fait, il n'en a pas fallu plus pour une deuxième salve de réactions sur Twitter, où des articles sortent en disant « Oh là là, comment Musk a-t-il pu faire pour se faire duper ainsi et réengager deux personnes qui n'étaient même pas salariées de Twitter ?» Oui, mais il semble que dans des tweets de début novembre, le milliardaire avait déjà bien identifié les deux plaisantins, et donc
Qui se joue de qui, et qui sait même si je ne me joue pas de vous. Plaisanterie cynique en tout cas d'un homme riche qui vient de saquer le staff, en tout cas par moitié, 10 000 personnes, et qui dans le même temps joue avec les 44 milliards de dollars de son jouet, acheté plutôt fin octobre. Plus sérieuse par contre est l'alarme. Vous pourrez lire les articles, alors il y a le tweet original, et puis j'ai pointé un article qui résume toute l'affaire et toute l'analyse. Vous le trouverez également dans la description. Plus sérieuse est le warning de la Commission européenne et de l'État irlandais. C'est un article qui est rapporté par TechCrunch. L'État irlandais et la Commission européenne rappellent que la sécurité des données est une obligation des États européens et pour s'installer dans un État européen, et qu'à défaut de trouver un responsable sécurité et privacy des données, eh bien l'Irlande sera obligée de demander à Twitter de ne plus être l'endroit d'établissement de sa maison mère en Europe, et peu d'autres pays risquent d'accepter. Effectivement, on rappelle, pour la petite histoire, que le responsable des données et des privacies a remis sa démission fin de la semaine dernière, et que donc actuellement personne n'est en lice pour le job. L'Irlande n'est d'ailleurs pas la seule à avoir adressé un warning quasi identique au DG de Twitter. On l'apprend dans Mac Génération. Tim Cook, le patron d'Apple, au travers d'une conférence qu'il a donnée, enfin en tout cas une question-réponse avec des journalistes, a fait la même mise en garde que le patron d'Apple. Il a signalé que l'application resterait sur le store, au moins tant que les garanties sont données pour les privacies et la sécurité des données de l'utilisateur. On se rappelle quand même pour la petite histoire, et c'est l'article de Mac Génération qui le rappelle, que précédemment, Apple s'est déjà fait connaître sur le sujet en saquant complètement l'application Parler, cette espèce de Twitter d'extrême droite qui avait été promu par l'ex-président Trump, et ça n'a pas empêché Apple de fermer le service à l'époque. Donc on pourrait imaginer que le même type de sort soit réservé à Twitter si l'entreprise ne remet pas en place rapidement des règles de modération claires et des personnes en charge pour les mener. On continue ensuite, parce que c'est bien beau de repérer la paille quand on s'appelle Tim Cook, de repérer la paille dans l'œil du voisin Twitter, mais de ne pas voir la charpente entière qu'on risque d'avoir dans son œil droit également. C'est un article de Developer.com qui cite une action en justice qui est menée par 2 développeurs américains de mémoire, oui ce sont 2 américains, qui ont constaté que dans certaines applications maison de Apple, on peut repérer que même si on désactive toutes les privacies et toutes les demandes de ne pas stocker les données, de ne pas les renvoyer vers Apple, et bien malgré tout, les applications le font. Ils ont porté l'affaire en justice et attaquent Apple pour non-respect des informations demandées et de l'intimité des utilisateurs. Un article à lire en tout cas chez Developer.com. Ça la fout mal, puisqu'Apple qui communique abondamment sur son respect des données personnelles au travers des publicités sur son iPhone par exemple, se faire assigner en justice par 2 développeurs, on a connu mieux. Bon, vous lirez l'article sur Developer.com. Les lois du commerce sont décidément impénétrables. C'est une analyse, une méta-analyse en tout cas, de JAMA Pediatrics qu'on a publié sur écran mobile d'ailleurs, qui montre que les enfants de 3 à 18 ans ont augmenté leur temps connecté face à un écran de plus de 50% entre janvier 2020 et mars 2022. C'est le constat que tire l'étude qui a été analysée, c'est le constat que tire l'étude qui a analysé 42 études, donc c'est une méta-analyse d'études sur la question et qui déduit effectivement que les enfants ont augmenté leur temps d'écran de plus de 50%. Au-delà de l'effet d'annonce qui fait peur à tout le monde, l'effet d'alarme, le redoutable géant écran qui fait peur à tous les enfants, on pourrait aussi y voir la conséquence du développement d'un grand nombre de services ludiques ou éducatifs en ligne, ainsi qu'une augmentation globale des usages amenés par la transition numérique, justement portée par les confinements et par la crise du Covid. Et si cette information en inquiète plus d'un, pas moi, elle est aussi le témoin d'une lutte acharnée des marques pour essayer de capter l'attention et aller susciter des nouveaux actes d'achat ou des actes de consultation auprès de consommateurs en développant des contenus en ligne. Donc tout cela serait somme toute assez logique. Et d'ailleurs, Business of Apps revient sur une étude de l'engagement auprès des marques dans les plateformes Reels et TikTok qu'il compare pour cette étude qui a été menée à la base par Amplify,
qui la dirigeait et qui montre que entre les plateformes Reels et TikTok, on peut constater des différences d'engagement. Donc il prenait l'exemple d'événements sportifs ou d'événements musicaux par exemple, et c'est le schéma qu'on voit à l'écran. Il montre que du côté de la vente de places, l'outil d'Instagram est beaucoup plus efficace que l'outil de TikTok. Néanmoins, il faut quand même mettre un bémol, c'est que du côté de la notoriété, TikTok avec sa croissance insolente accroît le nombre de followers de chaque marque qui se lance sur le support, et on pourrait donc imaginer que les annonceurs soient obligés de choisir entre la vente et la notoriété, ou au contraire d'appliquer sur les deux canaux, puisque c'est deux objectifs différents. Et enfin, on termine de nouveau dans nos colonnes avec les résultats d'un Français spécialiste des notifications push, c'est Batch, qui sort son saisonnier observatoire des push avec force graphique et infographie comme on les aime dans le secteur. En quelques mots, on y constate l'impact énorme des nouvelles règles de privacy d'Apple sur les push notifications, avec une baisse assez considérable de différence d'acceptation entre Apple et Android. Et aussi on constate toute une série d'informations, mais par exemple que la moyenne d'ouverture d'un push pour un secteur comme les médias par exemple est entre 3 et 4% si on considère l'une ou l'autre des plateformes. Et aussi des trucs plus anecdotiques, mais par exemple de savoir que le mardi, oui c'est ça, le mardi est un bon jour pour tweeter. Pas pour tweeter du tout, mais pour envoyer des notifications push qui risquent d'être ouvertes. C'est le meilleur jour, allons savoir pourquoi. Voilà, c'est environ tout pour aujourd'hui. J'ai savonné pas mal aujourd'hui, j'avoue. C'est environ tout pour aujourd'hui, les internets. On espère que tu as aimé ce que tu as lu. On espère que tu vas revenir demain si c'est le cas. Si tu aimes la veille que je peux produire en version audio et vidéo, n'hésite pas à aller aller jeter un œil sur le tweet Écran Mobile FR ou sur Mastodon Écran Mobile FR, même chose. Tu retrouves toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube, la version podcast sur ta plateforme de podcast préférée en cherchant l'effarouchement des étourneaux. Si jamais l'idée te traversait de venir soutenir ce travail et de venir discuter de l'actualité ou de venir proposer de nouveaux liens que moi je n'aurais pas vus ou que tu n'aurais pas croisés sur les comptes Twitter, Mastodon et autres, n'hésite pas à rejoindre le Discord d'Écran Mobile. On essaie d'y parler non seulement du business du mobile, mais aussi du business des médias numériques qui sont intimement liés au mobile. Bref, tu fais comme d'hab. Ah oui, tous les liens sont dans les descriptions, partout. J'essaie de les mettre partout pour que ce soit trouvable. Et si tu ne trouves pas, tu me passes un MP, ça va se faire. Bref, tu fais comme d'hab, tu lâches des pouces, tu envoies des likes, tu envoies du love partout où c'est légal de le faire. Porte-toi bien, les internets. C'était Denis Verloès pour Écran Mobile. À demain.